bonsoir à tous. Merci d'être présents à cet apéro talk du wagon. C'est le premier de l'année 2016. J'aimerais savoir qui est déjà venu à un apéro talk parmi vous. Donc pas grand monde a priori, donc c'est bien. Du coup, un apéro talk, c'est quoi? C'est un moment de partage avec un entrepreneur de la scène startup française ou internationale. Ce soir, on a la chance d'avoir un CEO d'une boîte de média monitoring qui s'appelle Mention, qui est une belle start-up qui a déjà fait une levée, qui a plus de 100 000 clients entreprises. Donc c'est une chance pour nous de pouvoir lui poser plein de questions et c'est le moment, parce que c'est 40 minutes de questions avec lui. Il s'appelle Mathieu et c'est le CEO de Mention. Donc ce que je te propose, Mathieu, c'est de te présenter également ton entreprise pour les gens qui ne connaissent pas. Mention assez rapidement. Salut Antoine, merci. Si vous avez des questions, évidemment, il faut m'interrompre, il faut me les poser, je répondrai à tout. Brièvement, Mathieu, je suis belge, ça s'entend, je ne suis pas français, donc vraiment un entrepreneur international. Je suis bruxellois. Mon parcours, on pourra en parler, mais ce n'est pas très intéressant. Mention, c'est quoi? Mention, c'est une solution qui permet aux entreprises de savoir ce qui se dit sur elles, sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc typiquement, on a, je ne vais pas trop citer de nom, mais potentiellement un client, disons Spotify. Dès que le mot Spotify apparaît sur Le Monde, les Échos, sur Twitter ou sur Facebook, on leur envoie une alerte. Et puis en plus de ça, on met de l'intelligence, on dit est-ce que c'est positif, négatif, est-ce que ça vient d'un influenceur, on donne des statistiques, tout plein de choses. C'est aussi simple que ça, on présente aussi la façon simple, c'est dire que c'est Google Alert en 100 fois mieux, parce qu'on ne monitore pas que Google et on le fait en temps réel. On monitore plus d'une vingtaine de sources. C'est le chauffage. Donc très brièvement, Mention, c'est ça. Après, je peux vous dire un peu plus d'historique. Et oui, là, on a passé la barre des 400 000 utilisateurs et plusieurs milliers de clients payants. Donc Mention, je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait des sociétés qui font du média monitoring comme Mention. Quels sont tes concurrents aujourd'hui sur la scène internationale? Donc juste pour rebondir sur la première partie, c'est que ce n'est pas un métier qui a été inventé avec l'Internet, ça existait avant. Donc tous vos parents, ils connaissent ce genre de métier. C'est juste qu'avant, c'était des sociétés qui analysaient la presse papier, les journaux, le Gala ou n'importe quoi pour vérifier que les noms de marques apparaissaient pas ou apparaissaient. Et nous, c'est juste la version web. On ne fait pas le papier, on ne fait pas la radio et tout ça, mais on ne fait que le web. C'est donc un secteur qui est né avec le web. Donc il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs qui sont nés vraiment en même temps que le web, donc début des années 2000, assez vieux, assez gros, donc quand même des grosses boîtes, principalement américaines, qui marchent très bien, mais c'est un peu l'ancienne génération au niveau de leurs produits, de l'utilité, de la rapidité et tout ça. Nous, on fait partie plus de la nouvelle génération. On a un peu plus de 3 ans maintenant. La particularité, il y a évidemment des concurrents, mais il faut comprendre que Mention, on a eu un peu deux phases dans notre vie. La première, c'est quand on a lancé Mention, on s'adressait surtout au marché du prosumer, donc freelancers, solo-entrepreneurs, tous des gens qui avaient un usage unique pour la solution. Pour attirer ces gens-là, on avait un business model de type freemium, donc c'était complètement gratuit. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'utilisateurs. C'était complètement gratuit et uniquement les gens qui voulaient plus de fonctionnalités se mettaient à payer. Même modèle que Dropbox ou Evernote, avec une viralité qui était un peu inhérente au produit. Ça a très très bien fonctionné. On a fait ça pendant 1 an et demi. La boîte, à ce moment-là, on était une dizaine de personnes. Et puis après, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait des boîtes beaucoup plus importantes, sans dire vraiment de nom, mais voilà, mais juste des exemples, Facebook, Twitter, Spotify, Microsoft, Airbnb, Etsy, qui s'inscrivaient chez nous et qui potentiellement achetaient des plans payants. Et donc là, on s'est dit, c'est simple. We leave money on the table, quoi. On laisse l'argent sur la table et notre solution est devenue assez puissante que pour être vendue au monde de l'entreprise, au B2B. Et c'est là où on a fait le shift, il y a maintenant 1 an et demi, vers vraiment le B2B, avec un modèle qui n'est plus du tout du freemium, qui est maintenant un modèle classique d'abonnement en SaaS free trial. Donc pendant 14 jours, c'est accès illimité à Mention, nombre de mentions, d'alertes, quoi que ce soit d'utilisateurs illimité. Et à la fin des 14 jours, l'utilisateur décide, soit il met sa carte de crédit, soit il ne la met pas, mais ça fonctionne comme ça. On pourra terminer là-dessus s'il faut, mais on commence une 3e phase de la vie de Mention. On va même aller encore un peu plus loin
encore un peu plus sur l'entreprise et accompagner encore plus nos potentiels clients sur l'utilisation de la solution. Ok. Et du coup, pour revenir sur la première phase de Mention, c'est quoi le point qui a fait que vous êtes passé à la deuxième phase? C'est la levée qui vous a aidé à ça ou non, ce n'est pas la levée, c'est le premier point, c'est juste réaliser que la solution est devenue assez puissante que pour être vendue à des vraies boîtes et se dire, attends, je vends des abonnements à des clients, je sais pas, ça coûtait 4 € par mois et ils inondaient notre support. Et puis à côté de ça, on avait une boîte qui allait payer 500 € par mois. Le choix était franchement vite fait. Et en plus de ça, on pouvait se poser des questions sur la scalabilité du modèle d'un point de vue technique. Pour que ce soit rentable avec nos taux de conversion sur le freemium, il fallait des millions, voire des dizaines de millions d'utilisateurs pour faire quelque chose de très gros. Et d'un point de vue technique aussi, ça posait des bons challenges. Donc non, la décision a été vite prise de partir vers le B2B avec un modèle self-serve. D'accord, donc bien avant ta levée. En fait, ça arrivait après la levée. En fait, on a lancé Mention, freemium, 50 000 utilisateurs, levée, 100 000 utilisateurs, passage, puis 150 000, puis passage vers le B2B. Donc après la levée, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement cette première étape? Moi, ça m'intéresse pas mal, entre le moment où tu as lancé Mention et le moment où tu as fait une levée, parce que j'ai vu que tu avais fait une levée aussi auprès d'investisseurs qui ne sont pas forcément faciles à convaincre, notamment Alven. Tu n'as pas fait une levée qui est si importante que ça en termes de ces 600 000 €, donc c'est pas énorme, mais en tout cas tu les as convaincus et je sais que c'est un fonds qui est assez compliqué à convaincre. Donc comment vous avez fait, quelles métriques vous avez présentées, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? C'est certain que 600 000 € de nos jours, ça paraît ridicule, quoi. Le prix d'un développeur à San Francisco. L'histoire est toute particulière. En fait, j'aurais dû le mentionner bien avant. L'histoire est toute particulière par rapport à Mention. Moi, je n'ai pas créé Mention. Mention, ça a été créé par un startup studio qui s'appelle eFounders. Je ne sais pas si vous connaissez un startup studio qui a créé des boîtes comme Textmaster, Front, Aircall. Moi, j'étais associé dans eFounders avant, donc j'avais ma casquette vraiment eFounders. L'une des boîtes pour lesquelles je travaillais, parce qu'on travaille pour toutes les boîtes, c'était Mention. À un moment de vie de la société Mention, il s'est avéré qu'on avait besoin d'un nouveau dirigeant, ça n'avait pas fonctionné avec l'ancien. Et c'est là où moi, je trouvais l'opportunité tellement importante pour cette boîte que j'ai décidé de quitter le partnership eFounders pour reprendre Mention. La levée de fonds était déjà faite à ce moment-là. Donc moi, je suis arrivé après la levée de fonds. Donc c'est eFounders qui a l'idée C'est l'ancien, c'est eFounders, c'est l'ancienne équipe qui a fait cette levée de fonds. Ouais. Et du coup, là, depuis 2013, mi-2013, en gros, vous vivez sur la... Ce qui s'est passé, c'est pas public, mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai repris la boîte, il n'y avait plus forcément d'argent dans les caisses. Donc il fallait trouver une solution. Donc on a trouvé un accord avec les investisseurs. Les investisseurs ont un peu remis au pot pour donner une chance à la transition. Et la transition, c'est le passage du prosumer freemium au B2B self-serve et un peu à la nouvelle équipe. Et donc voilà, ils ont un peu remis au pot et au final, la transition s'est encore mieux passée que prévu. Et donc depuis lors, pas de levée de fonds. Quand j'ai repris la boîte, je crois qu'on était une douzaine, là maintenant on est 30, j'ai ouvert le bureau à New York. C'est une période super excitante pour la boîte, quoi. Okay. Et du coup, comment on gère cette croissance? Parce que tu as une belle croissance depuis et puis tu t'autofinances, ce qui est intéressant. Comment tu gères ça en termes de croissance au niveau de tes employés et puis après au niveau des bureaux que tu ouvres à l'international, puisque ça aussi c'est une problématique, j'imagine, qui est complexe. Super. L'international, c'est toujours un gros sujet. Après, au niveau d'une équipe, nous, on reste quand même c'est avant tout un produit qu'on vend, hein, donc c'est vraiment l'équipe technique et l'équipe produit qui sont les plus grosses équipes chez Mention et dans lesquelles on investit beaucoup. C'est vraiment la force de Mention dans notre marché. Pourquoi on gagne, entre guillemets, dans le marché, grâce à notre produit qui est super simple à utiliser. Donc, c'est clair que c'est plus la même chose. Une boîte où on est une petite dizaine, une boîte où on est 30, c'est toujours aussi chouette, mais ça change, quoi. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas spécialement de hiérarchie chez nous, mais
il y a des gens plus spécialisés sur des domaines, et puis, je sais pas, je vais être très concret, il y a plein de développeurs ici, je sais pas, avant on avait un front-end développeur, ben maintenant on en a 2, on en cherche un 3e, on veut avancer plus vite, même chose avec les développeurs back-end, et puis après, plus on grandit, plus on peut se permettre d'aller chercher des profils spécialisés. Donc nous, on a par exemple un data scientist qui est full-time in-house chez Mention, et qui fait toute la data science chez nous, tous nos algos et tout. C'est quelque chose qui n'était pas possible à envisager quand on était 10, maintenant qu'on est 30, ça fait beaucoup de sens, et on en cherche d'autres. Donc ça, c'était les 2 premières équipes qui ont bien grandi. Et puis après, à côté de ça, le marketing et maintenant la vente encore plus. Quoi. Ouais. Là maintenant, je crois qu'on... Les chiffres exacts, ça doit être 60-40. Donc 60 c'est vraiment tech produit. Tech produit, data scientist, mobile, Android, product manager, designer, intégrateur, back-end, admin 6, CTO, tout ça, je crois que c'est 60%. Et puis après, 40%, c'est marketing, vente et customer success. Donc, et après, l'international, là, nous, on avait fait quelques choix au début du lancement de Mention, des choix peut-être que je ne referai pas. C'est que dès le départ, on a fait une app en 4 langues. Donc Mention, c'est français, anglais, allemand, espagnol. Donc l'app est en 4 langues, site internet en 4 langues. C'est bien, parce que dès le départ, ça te permet d'avoir des clients un peu dans le monde entier. Mais c'est un boulot monstrueux et pas à sous-estimer. Donc déjà, évident, c'est beaucoup de boulot de traduction et de maintenir quand un produit bouge et évolue. Maintenir ça, c'est énorme. Si tu veux changer un site web, c'est pas une page, c'est chaque fois x4. C'est énorme. Donc ça diminue la vélocité. Donc à refaire, franchement, je ne le referai pas. Et pire que ça, c'est que quand tu commences à signer des clients en allemand ou en espagnol, il faut faire du support en allemand, en espagnol, du customer success en allemand, en espagnol, c'est compliqué, quoi. Donc nous, très vite, on a été à l'international, c'est génial et tout, c'est bien, on fait avec maintenant, mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Quand tu as envie ta première étape de ta boîte, c'est prouver, product market fit, prouver quelque chose, pas besoin de le faire en 4 langues, quoi. Tu fais en une langue, ce sera suffisant, quoi. Et puis nous, l'international, juste encore un point, les États-Unis, directement, on a vu que l'attraction sur Mention a été encore plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, dès le départ, on a travaillé. Au début, on n'avait pas grand-chose, donc il n'y avait pas de structure, c'était juste avec des freelances au niveau du marketing aux États-Unis. Puis là, maintenant, on a une vraie boîte, une vraie filiale là-bas où il y a 5 employés, des bureaux et tout ça, quoi. Il y a une personne qui est directe, tu montes des firmes à chaque fois ou... Après, donc, légalement, c'est une structure là-bas, une filiale. Après, comme je dis, il n'y a pas de country manager. Les rôles qu'il y a là-bas, c'est un peu tout ce que j'appelle haut du funnel. Hein. Ça va du marketing qui génère les leads, sales qui les close et customer success qui fait la relation, quoi. Et la tech produit, c'est à Paris. Et donc, qui sont tes clients aujourd'hui en Europe? Donc, déjà, tu as ouvert quel pays? Là, aujourd'hui, c'est la France? Nous, on a des bureaux juste à New York et à Paris, mais après, dans mes clients payants, j'en ai en 160 pays, quoi, dans le monde entier, quoi, dans le monde entier. Et donc, en gros, les clients, c'est qui? Donc, clairement, on a trois types de clients types. Premier, c'est PME, 50 personnes, et c'est l'équipe marketing. Il veut savoir ce qui se dit sur la boîte, quand ils font des actions marketing, il veut avoir le reporting. Premier type de client. Deuxième type de client, on a peut-être les boîtes un peu plus grosses, et là, on a chaque directeur d'équipe est potentiellement client, donc directeur d'équipe légal, pour ne pas citer de marque, mais je sais pas, on peut avoir des clients comme des marques de montres. Les départements légaux veulent savoir toutes les contrefaçons qui se font sur le web et tout, ils monitorent ça. On a des départements de support, parce qu'évidemment, dès que on sait tout ce qu'on dit sur ta marque, tu vas les répondre. Donc, dès que la boîte est un peu plus grosse, honnêtement, tous les départements et aussi tous les exécutifs, donc les dirigeants qui veulent savoir aussi ce qui se dit sur leur marque, sur leurs employés, sur eux, sur leurs concurrents et tout ça. Donc, franchement, spectre très large. Et puis après aussi, une partie qui fonctionne bien et qui est évidente, c'est toutes les agences de com et de PR qui achètent des abonnements pour chez nous, je sais pas, je vais dire à 500 € par mois et qui vont leur vendre à 2500 € à leurs clients finaux, quoi. Ça, c'est un peu évident aussi, quoi. Donc ça, c'est vraiment nos 3 typologies de clients qui représentent la plupart. Mais comme je dis, c'est très large. Au final, nous, on a un outil pour écouter le web. Donc, on a plusieurs milliers de clients payants. Je ne peux pas dire qu'on a plusieurs milliers de use cases différents, mais on a quand même beaucoup de use cases différents. Okay.
Qui dans l'assemblée a une société, une start-up ou un projet de start-up et qui fait du media monitoring aujourd'hui Ah, c'est bien ça. Vous payez ou pas? Ouais. Je rigole. Ah ouais, l'email tous les jours. C'est très intéressant de notre point de vue, parce que on est une startup qui essaie de le faire par les élèves. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est justement ces alertes qu'on ne va pas forcément voir, des tweets où on est mentionné, des sites web avec des blog posts, où on a utilisé notre techno pour faire un développement, il a écrit un blog post, et là il y en a eu deux très récemment qui sont arrivés comme ça, on n'était pas au courant, et grâce à la relation, c'est vrai que ça nous permet d'avoir ça, et de pouvoir éventuellement retweeter ou contacter la personne pour récupérer aussi du blog post à mettre chez nous. Donc ça, c'est Ouais. Ouais. Pour les startups, en tout cas, ça. À fond. Non mais c'est très bon cas. Yes. Et donc, Je l'ai payé. Hein. Ouais, les salariés, je sais pas, il y a le t-shirt Punchline. Et du coup, tu conseilles à partir de quand de faire du media monitoring, parce que c'est vrai que c'est une problématique qui se pose à quel moment dans la vie d'une start-up je le fais avant même de la lancer, ça c'est sûr, je commencerai. Non, avant même de choisir le nom. Parce que ne prenez pas un nom comme Mention, parce que monitorer Mention, c'est la galère. Donc non, honnêtement, c'est une valeur incroyable. Moi, ça me paraît aberrant de piloter une boîte sans faire ça. Donc moi, évidemment, je passe pas mal de temps sur Mention, mais je me dis toujours, prochaine boîte, si je dois recréer une prochaine boîte, déjà, je prendrai un nom facile à identifier. Et ça a une valeur, franchement, ce serait de la folie de ne pas le faire. De nos jours, si tu as un site internet et tu as envie de faire marcher un projet, ne pas faire de la veille média, ça me paraît partir déjà du mauvais côté. D'accord, donc vraiment dès le début. Ouais, dès le début. Après, je ne dis pas qu'il faut venir payer Mention, mais si ce n'est pas Mention, prendre une autre solution gratuite. Mais oui, rien que pour monitorer, ça peut être pour tout. Nous, on a des gens qui utilisent Mention pour générer du lead, pour trouver des clients. Je vais prendre un exemple super concret, parce qu'on les connaît, c'est nos boîtes Defenders. Aircall, par exemple. C'est une solution de téléphonie, il monitore cette industrie et donc il remarque dès que quelqu'un se plaint ou dès que quelqu'un cherche une solution et met le hashtag sur Twitter ou dans un article, là, ça leur permet d'aller dire nous on a créé ça, voilà notre solution. Donc rien que pour trouver des clients, donc en phase validation d'une idée de boîte, je l'utiliserai. Okay. Parce qu'au-delà de recevoir des informations sur ta réputation, tu peux aussi interagir avec les gens grâce à Mention. Je ne l'ai pas dit, mais oui, depuis l'app, tu peux répondre à tes commentaires Discuss, tu peux répondre sur Twitter, sur Facebook, tout ça. Ouais. Ça t'apporte un outil aussi pour les community managers. Exactement, qui était un peu la première cible au début, quand on a lancé Mention, dans notre modèle freemium, c'était très community manager. Comme Outsuite, je crois. Ouais, donc ça c'est la question qu'on me pose une fois par jour. Mais c'est une très bonne question. Outsuite, c'est juste qu'eux, ils font avant tout, c'est du social media management. Donc tu plugues tes comptes sociaux et ils te permettent de prendre un message et de le poster sur tous tes comptes sociaux. Et puis en plus de ça, ils font la partie listening. Ce que nous on fait, c'est juste que nous on se focalise là-dessus et on le fait plus en profondeur qu'eux. Mais ils le font aussi. Ouais, ils ont aussi une brique listening dans leur offre. En 2016, maintenant, c'est quoi tes prochaines étapes? Qu'est-ce que tu vas... Nous, en 2016, c'est hyper clair. Nous, donc, on a eu cette première étape, première vie freemium prosumer, deuxième vie B2B self-serve, et maintenant, en 2016, c'est vraiment B2B, mais sur un modèle de vente active, c'est-à-dire que on va maintenant chercher des boîtes plus importantes qu'on va signer sur des contrats plus importants, sur des abonnements annuels, et on leur offre des services qui vont avec en termes d'account management et d'accompagnement. Tu n'as pas peur de piquer les boîtes de tes boîtes de pierre qui achètent des... Si, ça c'est la stratégie. À la fin, moi, c'est vrai que j'en ai marre d'aller vendre ma solution à 500 balles à une agence PR qui va la vendre à 2500 balles à une autre grosse boîte. Je vais aller directement la vendre à 2500 balles. Donc ça c'est l'idée. Et donc comment on fait pour aller voir les... C'est beaucoup de boulot ça. Non, ouais, beaucoup de boulot, plein de stratégies. Ici, il n'y a pas de... Du moins chez Mention, on n'a pas de recette miracle. C'est beaucoup de boulot, tant en marketing qu'en vente. Il n'y a pas un canal qui marche mieux qu'un autre. Si, il y en a qui marchent mieux, mais je ne peux pas faire qu'un canal d'acquisition. C'est beaucoup de petites choses à mettre ensemble qui vont faire que l'ensemble va fonctionner. Je n'ai pas de recette miracle en termes de customer acquisition ou autre à partager. On va faire
On va faire tout ce qui est plus traditionnel en paid, on fait ce qui est plus traditionnel en SEO, on fait quelques grosses hacks à gauche, à droite, mais rien de significatif. Et puis après, on fait surtout beaucoup d'inbound, donc création de contenu, contenu exclusif. Les gens nous donnent leur contact pour avoir accès à nos e-books, accéder à nos webinars. On essaye de les faire avancer dans le funnel et dès qu'on détecte qu'ils sont potentiellement acheteurs, eh ben, ils passent aux sales et là, les sales les attaquent. Quoi, les attaquent s'en occupent, leur offrent un super service. Ouais. C'est une très bonne question. Je veux dire, ça dépend du client et de son objectif quand il utilise Mention. Donc, il y a des clients, c'est uniquement... Quoi, uniquement? Il y a des clients, et beaucoup de clients, c'est en fait, ils achètent l'assurance que si on parle d'eux, ils sont au courant. Et donc, bon, le seul moyen de voir, c'est soit on réussit, soit on ne réussit pas. Donc, je veux dire, dès qu'on parle d'eux, on leur dit. Et si un jour, ils tombent sur quelque chose sur le web, on a parlé d'eux et on ne leur a pas dit, là, ils vont se dire, ouais, Mention ne fonctionne pas. Heureusement, ça n'arrive pas. Mais donc là, je veux dire, eux, ils achètent une assurance, quoi. Donc, ça fonctionne. C'est ça leur KPI. Dès qu'on parle de moi, je reçois une alerte, je suis au courant. Après, il y a des gens qui l'utilisent plus activement. Comme je dis, il y a le use case sales, où là, c'est pour générer du lead. Et eux peuvent se mettre eux-mêmes leur propre KPI. OK, combien de leads j'arrive à générer grâce à un outil comme Mention? Il y a des gens qui l'utilisent au support pour répondre aux clients. Est-ce que j'arrive à augmenter la satisfaction client via Mention? Ça dépend vraiment du client. Et dans la stratégie où on va maintenant plus vers les boîtes plus importantes, on définit ça avec eux, on les accompagne, on les aide, on fait un peu du sur-mesure, quoi. Ouais. Ouais. C'est une super question. Ça, c'est quelque chose qu'on ne changera pas. On ne fait pas de, juste pour bien expliquer, on ne fait pas de développement custom, quoi. Donc, je ne vais pas aller changer mon app ou mon API ou quoi que ce soit ou une fonctionnalité pour un client. Ça, je ne fais pas. On fera à première vue jamais. Nous, on a vraiment une philosophie, parce que ça reste notre force, c'est le produit, c'est on fait un produit, en faisant 20% des fonctionnalités, je remplis 80% des besoins. Okay, donc, certes, je sais pas, je prends un exemple, je dis, je sais pas, Coca-Cola qui aurait une demande complètement folle, un truc compliqué, bah non, peut-être que sur Mention ça marchera pas, et franchement, je serais hyper content de lui dire, va voir notre concurrent, et ouais, j'aurais aucun problème avec ça. Nous, c'est vraiment l'autre vision. Donc, on fait un produit extrêmement simple, extrêmement intuitif, on ne fait pas trop de fonctionnalités, on fait ce qu'il faut, qui marche très très bien, et grâce à ça, on arrive à couvrir, on pense, 80% des besoins normaux de quelqu'un, même avancé, qui veut faire du media monitoring. Et c'est facile ça à faire passer en interne, parce qu'on sait que ces très grosses boîtes, elles sont prêtes à mettre un truc custom, beaucoup d'argent. Ouais. En interne, c'est facile parce que c'est notre ADN. Donc, j'arriverai même pas à faire le contraire. Même dans la tech, je leur dirais, les gars, on fait juste ça, parce que c'est le contrat 1 million, là, c'est ma levée de fonds, quoi. Je dois même plus lever de fonds, c'est mon contrat. Je pense même qu'ils grinceraient des dents. Donc non, en interne, c'est notre vision. Après, ce qui est parfois fou, quoi bien, c'est que Mention, vu qu'on monte en gamme, on est maintenant considéré d'égal à égal avec des solutions qui sont parfois bien plus poussées et qui font du custom development. Et donc dans ces processus-là, on voit c'est vraiment des processus complètement différents. Là, c'est des RFP, donc des requests for proposal, donc c'est des clients, pour ne pas en mentionner, je sais pas, je prends par hasard, disons Etihad ou Air France qui arrivent, eux, c'est des énormes budgets. Là, on parle en millions à l'année. Et donc eux, ils font des listings complets des fonctionnalités qu'ils veulent, de la sécurité, des backups et tout. Et nous, parfois, on est inclus là-dedans et on lit ça, mais on rigole parce que c'est clairement pas vers ça qu'on va, quoi. Et ça, on ne veut pas y toucher parce que ça, j'ose pas imaginer. C'est un autre métier, quoi. C'est vraiment un autre métier, ça, je pense. Du moins pour l'instant, quoi. Vous parliez tout à l'heure de l'assurance que vous offrez à vos clients. Ouais. Mais je fais toutes les mentions qui les concernent. Ouais. Est-ce que pour ça, vous utilisez uniquement les données publiques ou est-ce que vous avez opté pour choper des firewalls, Twitter en propose, Facebook aussi en propose un, il y a 2 millions, je crois. Ouais. Vous avez pris des firewalls ou vous contactez des données publiques ?
Nous, ça c'est la vraie technologie de Mention. On a des choses développées fait maison, quoi, nos propres crawlers. Hein. On crawl 500 millions de pages web en temps réel, ça c'est fait chez nous. On a chaque fois un peu des solutions pour chaque source, hein, que ce soit Twitter ou Facebook. C'est un peu de tout. Donc on prend ce qui est public, on fait des accords avec eux, on s'arrange pour être sûr d'avoir tout. Est-ce que le produit Mention est amené à évoluer dans les mois, dans les années qui viennent, ou est-ce que vous allez rester vraiment sur ce même produit? Le produit, ouais, il évolue. Le produit, il évolue toutes les 2 semaines. Quasiment toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a quelque chose qui change dans le produit. Après, à court, moyen terme, c'est certain qu'on reste dans ce marché-là. C'est un marché énorme, il y a une opportunité énorme, on est super bien positionné. Donc, on reste là-dedans, mais le produit peut aller beaucoup plus loin. C'est vers ça qu'on va créer beaucoup plus de valeur ajoutée pour l'utilisateur. Et c'est vraiment toujours l'idée de transformer cette data qui est brute, en fait, hein, la data brute qu'on va chercher, qu'on va crawler, la transformer en data intelligente, sur te dire est-ce que c'est un influenceur, est-ce que tu lui as déjà parlé, qu'est-ce que tu dois aller lui dire. Aider nos utilisateurs au maximum là-dessus, quoi. Donc leur donner de la data, non pas brute, mais de la data intelligente et de la data qui est hyper facile à actionner, quoi. C'est vraiment ça notre vision. Ouais, donc tu ne vas pas développer de nouvelles fonctionnalités, plutôt de mieux travailler les données que vous récupérez. Ouais. Plus de choses aux clients, mais au final. Ça c'est en amont, ça dépend. Donc ça c'est vraiment l'équipe technique et l'équipe data science. Après dans l'équipe produit, il y a vraiment des nouvelles fonctionnalités aussi qui arrivent. Qui arrivent. On choisit du coup de mettre une fonctionnalité parce que donc ça vient parfois des clients, ça vient parfois de vos idées, j'imagine, mais comment on choisit de la mettre ou pas en fait, cette nouvelle fonctionnalité? Nous, on a eu de la chance dans notre malchance, c'est-à-dire que nous, Mention a été lancé, ça a super bien marché dans le positionnement prosumer, blabla. Et puis, je ne sais pas, pour raison X, Y, Z, le produit, il n'a plus trop évolué. Il n'a pas tellement évolué pendant un an et demi, et à un tel point qu'à un moment, ça devenait un peu un problème. Et donc, en fait, quand tu as 100 000 utilisateurs qui utilisent ton software depuis un an et demi, ils crient, ils t'insultent pour te dire « construis ça dans ton produit ». Donc nous, c'est évident ce qu'on doit faire. C'est sur les sur la prochaine année encore, c'est évident ce qu'on doit faire. On ne peut pas se planter sur nos priorités. Tout ça parce qu'on n'a pas été assez vite au départ, ce qui est dommage. Mais donc, entre guillemets, là maintenant, on a cette chance-là. Et après, sinon, c'est pour ça qu'il y a des chefs produits. Et chez nous, on a un chef produit qui reçoit toutes les demandes, que ça vienne du support, que ça vienne de la vision des fondateurs, que ça vienne des investisseurs, de nos coachs, ou surtout de nos utilisateurs et de nos clients. C'est surtout ça. On priorise, on essaye de grouper les choses, les stories. Et puis après, en fonction des décisions stratégiques de la boîte, si on se dit, OK, tel quarter, on se focus à fond sur les agences PR, par exemple, OK, on sait qu'on va développer des fonctionnalités pour eux, quoi. Et pourquoi aujourd'hui, vous êtes dans une période où ça marche bien, c'est une boîte qu'elle vend en poupe, vous grossissez bien. Pourquoi justement pas aller chercher une autre levée pour aller dans les tuyaux, j'en sais rien, mais du coup, pourquoi c'est dans les tuyaux? C'est toujours dans les tuyaux. Non, c'est ouais. Non, après, ouais. Une fois que tu as mis ton bras dans le monde des investisseurs, tu ne peux plus en sortir. Parce que non, mais c'est vrai, une fois que tu as mis ton bras et que tu leur as donné le bras, il faut tout leur donner parce que eux, leur logique, elle est, j'ai mis, et donc on n'est pas ici pour construire un lifestyle business, ce que je ne critique pas du tout, hein, je trouve ça super, mais nous, quand on a décidé de lever des fonds et quand généralement on décide de lever des fonds, c'est que voilà, on lève des fonds pour investir massivement dans une croissance et pas regarder les pertes, quoi. Nous, c'est un choix qui a été fait historiquement et qui est un bon choix. Et donc, nous, c'est cette stratégie-là qu'on va continuer. Et donc, c'est certainement sur la roadmap, dans la roadmap à venir de la boîte, quoi. Tu pourras faire plaisir à tes clients parce que tu iras plus vite. Exactement. Quoi. Mais après, c'est vrai que parfois, c'est un peu une note à côté, hein, parce que quand on me demande mon avis ou quand je discute avec des potes ou n'importe quoi, mais parfois, on voit la levée de fonds comme une fin en soi. Il faut franchement pas du tout se dire qu'une levée de fonds, c'est une fin en soi, c'est le début. Je ne vais pas dire le début des problèmes, mais c'est le début. C'est juste, c'est un moyen pour arriver à une fin, quoi. Ça ne valide rien, une levée de fonds, c'est juste, OK, des gens te font confiance, te donnent de l'argent, maintenant il faut y aller, quoi. Tu as les ingrédients pour faire à manger, maintenant il faut faire à manger, quoi. Il faut dépenser vite beaucoup d'argent.
Ouais, et intelligemment, quoi. Il faut que ça rapporte, quoi. Ouais. D'autres questions? Vous êtes rentable actuellement, d'un point de vue coût d'acquisition client et lifetime value, et d'un point de vue plus grosse margin en général, c'est pas trop facile. Ouais. Première question. Donc, à la fin du mois, quand je regarde mon compte en banque, ce que j'avais le mois d'avant, non, je ne suis pas rentable, je perds de l'argent, quoi. Je brûle de l'argent tous les mois. Jusque-là, tout ce qui est plus normal dans le monde des startups. Donc non, là, on brûle de l'argent. Deuxième question, au niveau des marges, c'est plus inquiétant, quoi. Là, ici, je parle pour ce que je connais le plus, mais là où on est dans, c'est B2B, quoi, le SaaS, quoi. Ici, tu dois avoir des marges de près de, j'ai envie de dire, 80%, si j'enlève les employés. Hein, mais donc, nous, ce qu'on vend, on a notre techno. Mais après, que j'ai 10 clients ou 10 000, ça ne va pas me coûter marginalement beaucoup plus cher. Tu vois, c'est quasiment la même chose. Donc, non, au niveau des marges, c'est des marges qu'on s'attend à avoir et que tout le monde s'attend à avoir, des investisseurs. Si tu n'as pas des marges comme ça, il y a un problème, quoi. Tu n'arriveras pas à lever de fonds, quoi. Ou du moins sur d'autres modèles et avec des montants beaucoup plus importants et tout ça. Nous, un modèle classique où, oui, on a des belles marges, on a des marges normales pour un software en SaaS. Du coup, c'est quoi la clé pour vendre bien parce qu'on a toujours l'impression que c'est une fois que tu as fait un projet SaaS, en fait, tu peux être tout seul, ça va se vendre tout seul et puis la vie va se passer. Un peu naïvement, quoi. Ah ouais. C'est quoi le succès de la vente d'un... Parce que en fait, c'est énorme, il y a beaucoup de monde sur le marché, tu es enfoui dans... Il faut convaincre, et c'est quoi vos recettes pour vendre? J'ai pas de recette miracle. Ce que je sais, c'est que c'est un boulot monstre. Donc, je pense pas... Après, il y a Slack, et, je sais pas, il y a n'importe qui d'autre, Kiwi, il y en a un sur... Ouais, il y en a un sur 1000 et puis après, en plus, je suis sûr, tout paraît rose, mais je suis sûr que c'est pas si rose. Mais après, pour le reste, les gens normaux, les gens comme vous et moi, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot et c'est surtout faire des choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas, mais c'est apprendre surtout. Parce qu'au final, moi, c'est comme quand on perd un client. J'ai eu la remarque de quelqu'un de mon équipe l'autre jour qui me disait « c'est pas chouette parce que quand on perd un client, Mathieu, tu as vraiment l'impression d'être de mauvaise humeur et tout. » Alors, c'est pas ça. En fait, ce qui mène mauvaise humeur, c'est quand on perd un client et on n'apprend pas pourquoi on l'a perdu. Parce que là, pour moi, on l'a vraiment perdu et ça m'a servi à rien de le perdre. Si on perd un client et on sait pourquoi on l'a perdu, ben ok, je vais aller travailler sur la solution, quoi. Donc, c'est vraiment apprendre que ça marche ou que ça marche pas, c'est apprendre de ses erreurs. Et je ne crois pas qu'il y a une recette miracle pour n'importe quelle boîte. Je crois que c'est beaucoup de petites choses qui font que, on construit son chemin et ça peut marcher et découvrir ce qui marche le mieux, quoi. Donc, et ça, je parle à tout niveau, que ce soit au niveau du market, de la vente, de la tech, du produit, tout ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'on n'en revient pas à des basiques de vente, en fait, finalement, qui sont des choses qui existent depuis des années? La vente, c'est un truc qui existe depuis toujours. Et on n'est pas abstrait de tout ça, du vendeur qui va devant ta porte, s'essuyer les pieds et puis mettre un pied dedans pour rentrer. En fait, on n'est pas abstrait de ça, même si on est des startups finalement. Je pense que avoir un peu de fibre de vendeur dans une boîte, c'est extrêmement important parce que juste rester derrière son ordinateur, jamais se confronter à la réalité d'un client, jamais savoir convaincre quelqu'un, ça me paraît extrêmement compliqué que ça marche. C'est pas impossible, il y a toujours des contre-exemples, mais ça me paraît pas mettre les chances de son côté. Après, de la vente, ça peut être plus subtil. Je pense que la vente, comme peut-être nos parents l'ont connu, où il y a vraiment le mec qui vient à ta porte, ou la fille qui vient à ta porte, vendre un truc, c'est potentiellement amené à disparaître. Mais la vente intelligente, comme tout ce qui se passe au niveau de l'inbound marketing, qui est franchement de la vente intelligente, je trouve que HubSpot, je ne sais pas si vous connaissez, mais HubSpot, c'est quand même une super boîte, et surtout sur ce qu'ils partagent, tous leurs modèles de vente, c'est hyper intéressant, quoi. Hyper intéressant. C'est d'abord donner de la valeur à la personne à travers du contenu ou de ses problèmes, c'est comprendre c'est quoi son problème et en fait construire une solution pour résoudre son problème, quoi. C'est vraiment ça. L'aider à grandir, l'aider à faire plus de chiffres ou avoir moins de coûts. Mais quand on simplifie vraiment comment vendre à une boîte, c'est soit de lui permettre de faire plus de chiffres, soit de lui permettre de faire moins de coûts et tu es soit là ou soit là et c'est ça que tu vends, quoi. Nous, on fait laquelle? Ça dépend. On fait un peu des deux. On fait un peu des deux. Juste petite parenthèse, désolé pour le retard. Ah ouais. N'hésitez pas, c'était des questions. Et du coup, parlons un peu de toi maintenant. Tu fais quoi de tes journées quand tu es CEO d'une boîte qui marche bien? J'imagine que tu n'es pas sur un yacht. Ah ouais, non, pas encore.
Je suis dans le catalogue, je regarde le catalogue. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Honnêtement, je passe beaucoup trop de temps à faire du recrutement. C'est entre autres pour ça que je suis là ce soir. Donc s'il y a quelqu'un qui cherche, nous on recrute dans toutes nos équipes. Je passe énormément de temps à faire du recrutement et à recruter la personne qui sera la première personne à faire du recrutement sur Mention. J'espère clôturer ce recrutement cette semaine ou la semaine prochaine. Il y a toute une partie, quand même être sûr que tout avance et tout avance dans la bonne direction. Et c'est une grosse partie et quelque chose que j'aime beaucoup. Donc passer du temps, tout le monde dans l'équipe, être sûr que le produit avance bien, que la tech avance bien, le marketing, la vente et tout ça. Ça, c'est une énorme partie. Et puis après, il y a toute la partie plus investisseur, reporting, un peu stratégie et tout ça. Ça te plaît toujours par rapport à ce que tu... Ouais. Tu vois que ça change en fait. Ouais, ça change. Non, ça change super fort et je prends mon pied. C'est vraiment fou parce que parfois j'ai une mauvaise nouvelle le matin et je me dis putain, c'est la catastrophe. Et la même journée, j'ai une bonne nouvelle l'après-midi et je me dis putain, on est les rois du monde. Mais donc c'est vraiment, ça bouge, c'est fou quoi, ça bouge dans tous les sens. Mais non, c'est génial, honnêtement quoi. Je veux dire, nous, on est sur un super marché, on a une chouette solution, on a une chouette équipe de 30 personnes, on grandit. Voilà, ça peut toujours être mieux, mais non, franchement, c'est très chouette quoi. Je suis en train de vous vendre Mention. Hein, donc c'est jobs@mention.com. Mais non, c'est une chouette aventure, très chouette aventure. Et du coup, toi, tu viens d'où? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus jeunes et qui sont aussi dans cette période où ils s'orientent vers une voie soit d'entrepreneur, soit de bosser dans une société comme Mention, par exemple. Ouais. Du coup, quel est ton parcours pour un peu comprendre Ouais, super brièvement. Donc, je suis belge, j'ai étudié la finance et l'économie. J'ai travaillé 1 an en banque d'affaires à Londres et à Paris. Puis j'ai quitté. C'était pas la bonne période, c'était en 2007-2008. Donc c'était clairement pas c'était évident qu'il fallait pas que je reste. Donc heureusement, je suis parti. J'ai créé une première boîte qui a rien à voir avec l'internet. C'est une marque de chaussures. C'est fou que ça puisse paraître. Je sais pas si vous devez tous connaître Fago. Ouais, voilà. C'était assez similaire dans le concept en fait. On s'est lancé en même temps qu'eux. L'idée m'est venue quand j'ai vu, vous devez peut-être connaître Tom Shoes, les espadrilles, le mec aux États-Unis qui pour chaque paire qu'ils vendent d'espadrilles, ils vont en donner une dans les pays du tiers-monde. Je trouvais ça génial. J'étais en banque, je me faisais chier derrière mon ordinateur, je disais putain, je veux faire la même chose. Donc je me suis mis avec un pote, on a designé une paire de pompes, j'ai rajouté un peu le concept et qui au final on a découvert Fago en le faisant, mais que chez nous c'était quand même un peu différent. Tu choisissais en fait. Soit tu supportais la plantation d'un arbre en Afrique, soit la distribution d'1 an d'eau potable à une personne en Afrique. Bref, redistribuer de l'argent à des ONG. Donc voilà, je suis parti 4-5 mois au Brésil, produire ces pompes et avec un de mes potes. Et ça a bien marché, en fait, ça a bien marché, mais j'ai fait une super grosse erreur, c'est que je ne me suis pas posé les bonnes questions avant de me lancer. En fait, je voulais avant tout quitter la banque. Je ne voulais pas spécialement lancer une marque de pompes. Je déteste les pompes, je déteste les fringues, je déteste la mode. Donc, je me suis retrouvé à des salons de mode à Paris, dans un milieu, des gens que c'était pas mon truc, c'était pas du tout mon truc. Et donc moi, après 1 an et demi, on vendait dans 10 pays, 60 magasins et tout. Moi, j'ai dit à mon associé qui est toujours mon meilleur pote, un de mes tout bons potes, et j'ai dit, moi j'arrête, c'est pas mon truc, quoi. Et puis après, on a arrêté. En fait, lui n'a pas continué, on a arrêté. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je suis passé et là, je me suis dit, comme beaucoup d'entre vous, je faisais cette erreur de lire TechCrunch trop. Et je me suis dit, il faut faire un truc dans la tech. Et donc là, j'ai eu une autre idée, qui était une bonne idée, mais un super mauvais business. Et donc là, c'était hyper simple. C'était Airbnb de l'expérience. Donc tout le monde adore, c'est génial, parce qu'on permettait aux gens de partager leur passion. Donc, imagine, tu es passionné de bière, tu organises un atelier de bière sur la plateforme et les gens vont payer pour venir et tout. Donc, sur papier, c'est génial, on avait toute la presse qu'on voulait, c'était hyper cool. Dans le business, c'est pas cool du tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas une bonne idée de business. Mais on a quand même fait un incubateur, donc on a lancé à Bruxelles, ça a très bien marché. Et alors on s'est dit, ok, il faut grandir. Donc on est parti à Londres, on a lancé à Londres, ça marchait bien. Puis après, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau du business, donc on a fait un incubateur. Et à la fin de l'incubateur, c'était soit on levait des fonds, soit on rentrait à la maison. Et moi, c'est là où j'ai dit, je ne crois pas assez dans ce truc pour une fois que tu lèves des fonds, il faut s'y investir à fond et pendant genre minimum de temps.
tous les trois, on était trois, tous les trois, on n'était pas sereins sur ce plan-là, donc on est tous les trois repartis de notre côté, et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint iFounders. La petite histoire. Une dernière question. J'ai l'impression que tu n'as pas un background technique du tout, et alors c'est Non. une boîte très technique, j'ai l'impression, en tout cas. C'est jamais un problème Je fais le contre-exemple. Ouais, je suis venu, j'ai fait le wagon. Hein, mais, non, c'est clair que je préférais mieux m'y connaître en tech. C'est certain que je préférais m'y connaître en tech et pouvoir mieux comprendre et tout. Après, l'important, c'est de connaître ses faiblesses. Je sais que c'est une faiblesse. Le mec, dès qu'il va me parler en détail de son API et de son truc, je suis perdu complètement. Donc, il y a des gens qui le font à ma quoi, tu vois, qui sont là pour ça, tu vois, et c'est pas ma responsabilité technique de le faire. Donc c'est une faiblesse, les gens qui sont là pour ça, et voilà, quoi. Donc moi, c'est clair, j'ai beaucoup plus de facilité à passer du temps à gérer une équipe marketing ou sales que technique, quoi. Vraiment une dernière question, parce qu'on va conclure. Juste une question pour le côté startup. Au démarrage, il y a les moteurs, il y a évidemment la manière qui va chercher la donnée, et il y a effectivement les services que tu vas avoir autour pour accompagner. Il y a des choses dont tu as parlé que vous aviez, comme le support, mais des choses que vous ne ferez jamais, comme sécuriser les données pour les boîtes, etc. Pour toi, en fait, dans ce business, est-ce que tu marques quels sont vraiment le minimum de services qu'il y a à lancer au démarrage pour que ce soit viable pour les clients? Dans notre cas précis. Dans mon cas précis. En fait, dans notre cas précis, quand Mention s'est lancé, c'était simple. C'était pas simple techniquement, mais c'était simple ce qu'il fallait faire. Il fallait faire mieux que Google Alert. Google Alert, c'est 27 millions d'utilisateurs. C'est Google, donc c'est quand même balèze. Mais en même temps, ce n'est pas si balèze parce que ça monitore que Google, ce n'est pas en temps réel, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien. Donc nous, c'était ça. C'était juste se dire, ben, en fait, on doit construire un produit qui est mieux que Google Alert. Et donc, ça doit monitorer plein de sources en temps réel avec de l'analytique, de la collaboration. On n'a pas fait tout au début, mais c'était ça notre pitch, quoi. Nous, c'est Google Alert en crack, Google Alert 100 fois mieux. Et donc, je pense que pour ceux qui lancent des boîtes, c'est toujours se dire, ben, bon, soit vous êtes sur un truc qui n'existe pas du tout, bon, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais si jamais il y a quelque chose qui existe déjà dans le marché, il faut juste se dire, OK, je dois mon minimum viable product, mon MVP, je fais quelque chose qui est juste mieux que ça, et puis voilà, quoi. Ça paraît simple, hein, mais... Pardon ? Ouais, c'est compliqué, il faut prendre... si tu le fais, c'est généralement que tu te dis que, je sais pas, que tu as une meilleure technologie, ou tu connais le bon mec pour le faire, ou tu as le truc. Ou après, non, parfois, la force... Je suis trop long, hein, après j'arrête, mais la force, ça peut être aussi... Parce que tout le monde pense technologie. Après, il y a des gens qui créent des boîtes. Je sais pas, je me risque, hein, on pourrait dire que... tout ça enregistré en plus, mais je sais pas, tu prends Slack. Tu vois, Slack, en soi, ils n'ont pas inventé la communication par message. Il y avait HipChat avant, HipChat était là. Les mecs, ils se sont juste dit, OK, on remet une super couche design, on l'ouvre à fond, API et tout. Donc, tu vois, il ne faut pas juste penser techniquement. Ça peut être au niveau d'un positionnement, ça peut être au niveau du marketing, ça peut être au niveau de ton acquisition client. Il y a juste un endroit où tu dois être 10 fois meilleur que celui qui est déjà dans le marché, quoi. Parce que sinon, je vois quoi, tu vois, sinon, pourquoi un mec viendrait chez toi et pas chez l'autre? Et donc, franchement, voilà, c'est là qu'ils n'ont rien inventé, quoi. Quoi. Je vais me faire insulter. Non mais si, ils sont brillants, tu vois, j'utilise Slack. Mais en soi, j'aurais pu rester sur HipChat, quoi, il n'y a aucun problème. Pour l'apéro, on va prendre une petite bière maintenant pour... Est-ce que Slack est utile ou pas? Super, merci.